Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le sourire d'un étudiant étranger sur les bancs de Harvard ou de la Sorbonne, ou que le rejet de l'immigration dans la tête de Bruno Retailleau. Bienvenue dans la librairie africaine, votre rendez-vous désormais hebdomadaire qui répond à une exigence que nous impose l'histoire, à savoir faire naître dans le cœur, dans la tête, dans la volonté d'un maximum d'entre vous l'impératif, l'exigence de s'élever par la connaissance, par la lecture, par les mots, par la compétence intellectuelle. Dans un monde envahi de plus en plus par l'intelligence artificielle, dans un monde qui robotise les activités manuelles, il n'y a pas d'autre choix. Hier, on disait marche ou crève. Aujourd'hui, on dit lis ou crève. Ainsi va, hélas, qu'on le veuille ou non, la triste réalité du monde. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un auteur, un de nos auteurs afro, une pépite à la plume d'or, Cheikh Amadou Bamba Diaye, c'est dire, qui va nous présenter son ouvrage « Soleils invincibles ». C'est un titre fort. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup Herman, je suis très heureux d'être ici et j'espère qu'on aura une discussion très féconde. Ah, je n'en doute pas. Et pour mener avec moi cette discussion sur des bons rails lumineux, le Mac, sois le bienvenu. Eh bien, merci Herman, bonjour. Et je suis ravi d'être une locomotive sur ces fameux rails pour aborder cet objet livresque déjà beau, évidemment, et au titre énigmatique. Donc, j'espère qu'au sortir de cette émission, on saura ce que sont les soleils invincibles. Très bien. Alors, avant de rentrer dans l'ouvrage, on va quand même s'attarder sur votre parcours personnel. À quel moment êtes-vous rentré dans l'amour des mots? Je suis entré dans la littérature par la porte des rues. Déjà, il y a effectivement le contexte familial parce que l'environnement est primordial. Ce n'est pas un facteur que l'on choisit, ça fait partie du destin, de la trajectoire d'un individu. Et quand on a la chance d'être entouré ou d'être bercé dans un cocon familial où la connaissance, bien au-delà même du simple livre, est vénérée et respectée, je pense qu'on a déjà un beau cadeau de départ. Et moi, mes parents sont des gens qui tiennent absolument à la connaissance, d'autant plus qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller au bout de leurs études. Ils ont vu leur scolarité interrompue, mon père en classe de 3e, ma mère en classe de 5e, alors que tous les deux auraient souhaité poursuivre leurs études. Et je pense que ce vœu inachevé a poussé ses parents à nous entraîner dans cette voie de respect du savoir, du livre. C'est intéressant, pardonnez-moi, parce que votre réponse est un peu inattendue, peut en surprendre plus d'un, quand on sait qu'il n'est pas toujours évident pour des parents qui, précisément, se sont éloignés de façon précoce du chemin de l'école, eh bien, d'investir avec autant de ferveur, comme vous avez employé le mot vénérer, eh bien, le terrain de la lecture. Donc, comment eux ont-ils pu basculer du monde du corps au monde de l'esprit? Parce qu'ils n'ont jamais fait la distinction entre ces deux mondes. Okay. À la maison, quand ma mère finissait toutes ses activités, elle allumait sa lampe et se mettait à lire. Mon père, qui travaille un peu dans la capitale, moi je viens de Diourbel, qui est au centre du Sénégal. À distance, il continue aussi à entretenir cette flamme, ou en tout cas cette quête de savoir à travers ses lectures. Vous ne savez pas d'où elle est née, chez eux? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est née chez eux, mais je sais que c'est une présence, ou c'est une présence partagée. Et j'ai grandi
en les voyant faire et en voyant aussi ma fratrie, on est une famille qui peut être qualifiée de nombreuse. En tout cas, on est une famille nombreuse selon la terminologie des gens. Combien? On est 8 enfants, mais on a grandi littéralement avec nos cousins et nos cousines. Donc, on est une famille vraiment élargie et tant mieux. Et donc, et vous avez tous été baignés dans l'amour des mots et de la lecture? Tous, tous. Et je pense que finalement, une fois qu'on investit cet amour avec les premiers enfants, il y a un effet mimétique qui se crée. C'est de bonne guerre, c'est une bonne habitude. Et donc, je pense qu'on a grandi en voyant nos parents faire et en voyant aussi nos aînés faire. Maintenant, pour moi, je disais que j'ai rencontré l'écriture par la porte de la lutte parce que cet environnement familial favorable a sans doute créé un inconscient. Mais cet inconscient deviendra une conscience une fois que je me retrouve à l'âge de 11 ans au Burkina Faso. Parce qu'en classe de CM2, il est organisé au Sénégal un concours national qu'on appelle le concours du Prytanée militaire. Et à l'issue de ce concours national, j'ai été envoyé au Burkina Faso pour y représenter le Sénégal dans le Prytanée militaire de Kadiogo. Et au Prytanée militaire de Kadiogo, donc j'y ai vécu de 11 ans à mes 18 ans. Quand même. Et c'est pendant cette phase très précise de ma vie que l'écriture est devenue une conscience chez moi et surtout, elle est devenue une arme de lutte. Une arme de lutte, pourquoi concrètement? Une arme parce que tout simplement, je me suis rendu compte de sa force, pour ne dire de sa nécessité, non seulement dans ma propre existence, mais aussi dans l'existence que j'entrevois avec les autres. Mais de lutte parce que j'aurais bien pu dédier mon écriture à d'autres activités plus ludiques qui seraient totalement légitimes aussi du point de vue des uns et des autres. Mais je me suis dit que j'étais confronté à un Burkina à l'époque dirigé d'une main de fer par Blaise Compaoré, où il se passait beaucoup de choses dans mon environnement qui m'inconfortaient, moi, en tant qu'adolescent, et où j'étais aussi au contact direct avec la bibliothèque de notre école, où je découvrais les écrits de nos prédécesseurs, qui étaient un peu en déphasage avec la réalité immédiate. Et donc, l'écriture ou la lecture m'ont permis d'essayer de me remettre dans les pas de ses prédécesseurs et aussi d'aller directement au front contre ce que je voyais autour de moi qui m'inconfortait. Et ça s'est manifesté comment, cet engagement au front? Par la meilleure des portes, ou en tout cas par un genre que je respecte de manière immodérée, qui est la poésie. D'accord. J'ai commencé très tôt à écrire de la poésie et fini par être publié dès la classe de première. Et donc, en classe, avec un texte qui a été publié par l'état-major général du Burkina Faso et qui a été intitulé « Les mots du cœur ». Ensuite, j'ai récidivé, excusez-moi, en classe de première avec un autre texte intitulé « Plume d'Afrique ». Ce qui fait que la poésie, en tout cas dans mes premières publications, était omniprésente entre la première jusqu'à mes troisième et quatrième publications. Est-ce que vous auriez, sans vouloir couper, hein, vous avez reçu un prix quand même, si vous pouvez nous donner une petite illustration, 2-3 vers sur un de vos poèmes phares qui marquerait cette idée de combat? C'est une belle surprise. Là, vous me demandez de faire un voyage dans le temps après, si c'est trop bon fou, c'est pas grave. D'une décennie. Mais je pense qu'un vers qui dirait « Les mots nous tuent, mais les mots nous manquent. Nos fibres se déchaînent comme un mire de terre. » Je m'arrêterai. Bon, c'est pas mal. C'est un peu comme les poèmes japonais, en 3 vers. Parfait, merci. Les mots nous tuent, mais les mots nous manquent. Comme le 3e vers, c'est les mots nous tuent. Les mots nous manquent. Nos fibres se déchaînent comme un mire de terre. Comme un mire de terre. Merci. Devant l'espoir de nos enfants. Je pense que... C'est pas mal, c'est pas mal. Vous mettez l'eau à la bouche. Merci beaucoup.
Mac, je te cède la parole. Bah alors, je m'intéresse à la formation militaire, le Prytanée militaire, etc. Et j'ai du mal à comprendre parce que beaucoup font passer la poésie comme étant une forme d'échappatoire. On s'évade un peu de la réalité que l'on vit. Alors, entre la formation militaire qui se veut très concrète, très présente et très pragmatique, et la poésie, est-ce que ça a été une manière pour vous de vous évader ou au contraire, justement, de mettre des mots sur cette réalité et sur ce combat et cette lutte? Je pense que l'écriture d'évasion existe, mais elle n'est pas, moi, ma préférée. Moi, j'aime affronter la vie et j'aime prendre les problèmes à bras le corps. Donc, ce n'était vraiment pas pour chercher une sorte d'échappatoire ou en tout cas trouver un autre sens à un quotidien qui ne me convenait pas, mais c'était plutôt l'idée de dire que la poésie ou la création de manière générale est là pour compléter la réalité, qu'elle soit militaire, qu'elle soit dans le milieu académique, qu'elle soit dans le milieu professionnel. On crée pour compléter quelque chose d'existant ou pour réparer. Et je pense que l'écriture ici avait cette vocation réparatrice, c'est-à-dire identifier déjà quelque chose qui ne nous convient pas, mais ne pas se limiter à ça, dessiner de nouveaux imaginaires. Et quand on dit imaginaire, sans doute les gens pensent à une sorte d'abstraction. Mais l'écriture est tout, ou en tout cas n'est pas qu'abstraction. Il y a une vraie part de concret dans ce qu'on imagine, parce qu'on n'imagine pas et ensuite on passe à autre chose. Donc, je pense qu'il y a une sorte de notion ou vraiment de vocation performative de l'écriture. On essaie de faire advenir quelque chose en écrivant, en donnant corps. Donc, c'était vraiment cela le sens, moi, de ma poésie. Je vois une réalité, je la conteste. Je conteste une réalité, je propose des alternatives. Je connais les alternatives, je me mets au travail pour la faire advenir. Parfait, Pour merci. pour aller dans votre sens, justement, enfin, en communication, il est établi une forme de pyramide, enfin, une pyramide qui classifie les médias des plus passifs aux plus actifs. Et donc, évidemment, en bas de la pyramide, on a la télévision qui est un média passif, étant donné que tout est présenté. Et tout en haut de la pyramide, justement, se situe l'écriture et la lecture, étant donné que c'est un média qui convoque tous les sens, qui nous mobilise toute la concentration. Et donc, ça appuie précisément le propos que vous tenez et la force aussi bien de l'écriture que de la lecture. Merci beaucoup. En résumé, vous avez la tête dans les étoiles comme un poète et les pieds bien ancrés dans le réel comme un haut fonctionnaire, comme un agent du réel. Et je dis ça à dessein puisque vous avez un parcours académique assez brillant, Sciences Po, Dauphine, l'ENA. Donc à ce titre, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes à la fois polyglotte, n'est-ce pas, même dans l'écriture. Vous écrivez aussi bien en wolof qu'en français. Yeah. Autrement dit, vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à la question voilà, répondre à un débat ou le couper de façon définitive sur la place de la langue dans l'imaginaire. Je résume, il y a deux écoles. Il y a l'école qui voit dans les mots, dans le système linguistique, ça c'est l'école de Humboldt ou de Sapir-Whorf, une sorte de paradigme qui enfermerait l'esprit dans une direction. Et puis il y a l'école de Ferdinand de Saussure qui voit dans l'écriture uniquement un instrument et qui ne limiterait pas justement l'esprit. Quelle est votre position, sachant que vous écrivez à la fois en français, en anglais et en wolof? Déjà, dire que pour moi, la langue est un facteur très essentiel et qu'il ne faut absolument pas négliger. Qu'il ne faut absolument pas négliger. Ce facteur est essentiel parce que c'est un atout qui accompagne le destin d'une personne. On est avec une langue. Avant de venir au monde, on n'a pas décidé, on n'a pas fait la commande de « Ah, je veux naître et parler telle ou telle autre langue ». Donc, ça fait partie de notre héritage ou de notre cadeau de départ. Et je pense qu'on est appelé à prendre soin de sa langue. Prendre soin de sa langue est d'ailleurs source de facilité pour apprendre d'autres langues. Et moi,
il y a un combat que je mène, même dans mon écriture, qui est ce qu'on appelle la valorisation ou la réhabilitation de nos langues africaines, qui pendant très longtemps ont été dénigrées, marginalisées, rabaissées. On a entendu certains les traiter de dialectes, d'autres nous dire que ce sont des langues incapables de science, d'autres nous dire que ce sont des langues incapables de littérature. Et c'est totalement faux. Et je me rends compte qu'une langue est capable de tout ce qu'une autre langue est capable de faire. Donc ça, c'était déjà mon attachement à la langue, n'importe quelle langue, je dis bien. En Afrique, on est très béni. Les langues africaines présentées comme des langues orales sont, selon vous, aussi riches que les langues, comme la langue française, par exemple? Elles n'ont rien et absolument rien à envier à la langue française ou à l'anglais ou à une autre langue. Maintenant, elles ont eu, ces autres langues ont eu, du fait des accidents historiques, un poids que nos langues aujourd'hui n'ont pas, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont plus riches ou qu'elles sont plus capables de remplir nos besoins. Ni même en matière de structure. Ni même en matière de structure. D'accord. Et en termes d'influence, et je te céderai la parole juste après, sur le terrain, juste pour revenir à ma question de l'identité, je reformule. Est-ce que vous, en utilisant le français, vous africanisez la langue française ou alors vous francisez votre africanité? Certains auteurs ont essayé de réparer ou répondre ou de réparer en tout cas ce statu quo en parlant de butin de guerre, voilà. Où on s'est très fréquemment référé aussi au grand Ahmadou Kourouma, voilà. Qui nous dit que voilà, il parle un français marinqué. Je pense que moi, je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Parce que dans mon écriture, la langue, tout à l'heure, j'ai parlé de facteurs. Parce que chez moi, il y a de multiples facteurs et la langue, en fait, doit aussi avoir l'humilité de savoir quel n'est qu'un facteur. On n'écrit pas qu'avec une langue. On écrit avec une culture, une personnalité. On écrit avec une passion, avec un héritage, un vécu. Et tous ces éléments entrent en matière quand on se met à écrire. Donc, quand on veut quelque part... Est-ce que la langue conditionne la pensée? Absolument pas. OK. C'est justement ce que j'essaie de vous dire. La langue ne conditionne pas, selon moi, la pensée. La langue sert de support à la pensée. On a un vécu et on utilise la langue qui est un moyen de communication, parce que là aussi, ne l'oublions pas, un texte ou la littérature de manière générale a vocation aussi à être un élément de communication. Et donc, pour moi, la langue sert de véhicule. Très bien. Et alors, communication, c'est le mot, justement. Et je vais citer, je crois que c'est Aimé Césaire qui le disait. Donc, lorsqu'il est interrogé sur son rapport à la langue et l'écriture en créole notamment, il a clairement exprimé, lors d'une interview, je crois que c'est dans les années 60, que le créole avait une portée très limitée. Donc, alors, il y a la langue en amont pour celui qui écrit, parce qu'il se livre, il s'exprime, il se pose, il se pond à l'écrit, littéralement. Et il y a la langue pour celui qu'on vise, donc pour le public visé et pour les chemins qu'on souhaite faire emprunter à nos écrits. Est-ce que vous considérez qu'écrire en français, par exemple, ce qui est le cas des Soleils Invincibles, ça a une portée beaucoup plus large que d'écrire en Wolof, ce que vous faites déjà, et puisque vous produisez dans les deux langues, est-ce que vous estimez que votre écrit en Wolof, si la réponse se devine, mais peut toucher d'autres contrées beaucoup plus lointaines, quitte à la faire découvrir et la faire apprendre à d'autres personnes? C'est une excellente question et je pense que je vais essayer d'apporter deux éléments de réponse. Déjà, en restant avec la logique première qui est avancée pour expliquer. Si on se limitait à cette première logique, je pense que toutes les langues aujourd'hui qui sont minoritaires ne vont jamais être valorisées. Parce qu'on aura toujours des langues peut-être plus utilisées que d'autres. Et donc, à quel moment ces langues dites minoritaires vont avoir l'opportunité d'être utilisées. Donc, je pense qu'on se retrouve clairement dans une impasse. Là-dessus, vous vous inscrivez en faux face aux propos d'Aimé Césaire. Droit d'aînesse d'exige, mais je vous embarrasse là. Attends, parce qu'après le créole, est-ce qu'on peut comparer le créole au Wolof? Parce que le créole, c'est une sorte d'appauvrissement du français.
Mais ça reste une langue qui appartient à une contrée et qui a été... En tout cas, je reprends le propos d'Aimé Césaire, hein, qu'on me comprenne bien. C'est pas moi qui prétends que, je ne suis pas spécialiste en créole. Mais dans le discours d'Aimé Césaire, le créole serait un appauvrissement, un peu comme le wesh-wesh de cité, c'est pas du français. Ouais. D'accord? C'est pour ça que lui, il méprisait, enfin, en tout cas, il ne voulait pas mettre son génie littéraire au service d'un appauvrissement. C'est comme si un peintre qui avait accès à plusieurs couleurs, eh bien, subitement, il n'avait accès qu'au noir et du blanc. Si tu veux peindre Guernica, tu peux, mais maintenant, si tu veux peindre la chapelle Sixtine, c'est un peu plus compliqué. C'est le propos de Césaire. Oh, oui, mais Alors que le Wolof semble être beaucoup plus riche et offrir beaucoup plus de couleurs. C'est un peu. Oui, ça, enfin, distinction Wolof-créole. j'établis pas un comparatif, mais j'y trouve, moi, j'ai des analogies et j'établis un parallèle entre les deux, dans la mesure où une langue, c'est une identité, quand même. Identité d'un peuple, ancrée dans un sol, délimitée sur un territoire géographique. Bah, Et donc, le créole... Attends, pardon, c'est pas ce qu'il vient de dire là. Pour lui, la langue, c'est un support, c'est pas une identité. Bah, Attention. ça c'est l'une des questions que je comptais l'interpeller là-dessus aussi, mais moi je considère, je me prononce, donc au moins comme ça vous avez mon point de vue, je considère que la langue c'est une identité et elle est ancrée avant de prendre son envol et d'aller conquérir d'autres contrées, avant tout c'est une identité ancrée dans un sol. Et donc moi je trouve que là-dessus, Aimé Césaire, avec tout le respect que je peux avoir pour sa personne et pour ce qu'il représente, bah, je trouve qu'il a fait une injure à son peuple en considérant que sa langue, enfin déjà en piétinant sa langue à travers ces propos-là, et en considérant que sa langue, c'était le travestissement ou l'appauvrissement de la langue française. Pourquoi n'aurait-il pas pu considérer que le créole, c'était l'enrichissement d'une langue par le français? Bon. Donc il y a eu, c'était plutôt péjoratif au lieu d'être amélioratif en fait. Alors, Donc, c'est vrai que ça nous amènerait dans une longue discussion. Après, l'ennui, c'est que le temps le temps n'est pas c'est un extensible. propos très riche. Est-ce que la langue, c'est une identité ou alors est-ce que la langue, c'est juste un support d'une identité? Juste pour là, en fait, dire que la langue est un support ne signifie pas aussi qu'elle n'est pas identité. J'ai ma réponse. Ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas. Okay. Je dis que c'est un support lorsqu'on l'utilise dans l'écriture, mais j'entends aussi que effectivement, en tant que, et ça reste le second élément de ma réponse à sa question, ça dépend de quelle valeur en fait on donne à son écriture. Parce que si on donne à son écriture, ou si on juge son écriture juste sous le barème de quelle est mon audience, peut-être effectivement on ne va jamais écrire dans les langues minoritaires. Okay. Mais l'écrivain qui écrit dans sa langue considérée minoritaire ne le fait pas forcément pour des raisons pécuniaires. Il y a une valeur affective qui est forte, une valeur de préservation, de perpétuation d'un héritage. Et ça, c'est une valeur que, heureusement, personne ne peut quantifier, tant elle est grande. Et de surcroît, on oublie une autre chose, c'est qu'il y a aussi une langue, en tout cas, qui aspire à être universelle, c'est la traduction. La traduction doit aussi être là, essayer de faire, entre guillemets, la passerelle entre les différentes langues et les différentes cultures. Très bien. Merci pour cette précision. Même s'il y aurait beaucoup à en dire, évidemment. On va rentrer là, dans le vif du sujet de votre ouvrage, Les Soleils Invincibles. Vous mettez, à mon sens, les pieds dans le plat d'entrée de jeu. Je vais lire le première strophe, si vous le voulez bien. Certains cachent leur sac dès que je rentre dans le métro. Au début, je croyais que c'était à cause de mes vêtements. J'évitais alors de porter une casquette, une capuche, un jogging. Me vêtais d'un pantalon chemise assorti d'une cravate, sans parvenir à paraître plus respectable. Est-ce que vous pouvez, parce que là ça s'inscrit totalement faux avec tout ce que j'essaye de mettre en avant, donc ça m'a vraiment interpellé. Est-ce que vous, à travers cette affirmation, donc c'est le personnage principal qui la tient, est-ce que vous validez cette affirmation? Pour le dire autrement, considérez-vous que fondamentalement la couleur de peau efface le vêtement en France, en l'occurrence, ou en tout cas en Europe? En tout cas, vous le dites bien, ça traduit un malaise. C'est d'un malaise qu'il s'agira. D'aucuns diront c'est faux, le racisme n'existe pas, mais je pense que c'est quelque chose de vécu, et quelque chose de vécu non seulement dans sa chair, mais
dans son habillement et dans le regard projeté sur soi ou que l'on projette sur vous. Et donc, la dimension de la peau, elle ne peut pas être une donnée qui est niée. Parce que si on nie aujourd'hui qu'on soupçonne les gens du simple fait qu'ils sont noirs ou qu'ils sont arabes ou qu'ils sont je ne sais quoi d'autre, si on nie cela, c'est directement cacher ou mettre le problème sous le tapis. Ok. Donc je répète, le vêtement, pour vous, ne conditionne pas ou n'oriente pas le regard que l'on porte, qu'un occidental, un blanc français porte sur un individu, dès lors que sa couleur, la couleur de peau de ce dernier serait afro, serait noire. En gros, un jeune afro, puis la capuche, pantalon baissé dans un métro, il subirait la même réticence, le même regard distancié qu'une femme afro de 70 ans, habillée en robe et avec ses courses de Château Rouge, par exemple. Je pense que de part et d'autre, ils seront confrontés à différents regards. Et les stéréotypes, sans doute, varieront, que l'on soit une femme ou un homme, qu'on soit jeune ou âgé. Mais le point essentiel ici, que Draman dit d'emblée, c'est la gêne qu'il éprouve, ou en tout cas le regard qu'il sent qui est très pesant sur lui. Et ce regard, en fait, pour moi, il était impératif de le décrire parce qu'à plus d'une reprise, des gens d'horizons différents ont eu ce malaise, ou en tout cas se sont posé la question de pourquoi on me regarde autant. Et c'était un peu essayer de décrypter ce malaise et comment il opère que le roman a commencé de cette façon. Non, mais c'est un très beau commencement. Après, comme vous dites, certains défendent la thèse, moi le premier, hein, la thèse inverse, selon laquelle l'habit ne fait pas le moine, mais il fait le prince. À partir du moment où vous êtes tiré à quatre épingles, vous touchez à la notion de beauté, et la notion de beauté dépasse la notion de race. Après, bon, ça c'est ma thèse, bon, je ne suis pas le seul à la défendre. Hein. Les Black Muslims, par exemple, aux États-Unis, avec Louis Farrakhan, font adopter le port du vêtement, et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais subi de bavure policière. Moi, j'y vois un lien de causalité. Je referme la parenthèse. Je vais vous lire un autre extrait qui est très intéressant et qui renvoie à l'imagerie que l'on associe souvent aux afros, de façon péjorative, là où vous y mettez un aspect positif, la notion de rire. L'imagerie yabombananiesque, d'accord, l'afro qui est là juste pour rire, s'amuser. Vous écrivez: du premier étage, la scène continue de me faire parvenir les seaux de plâtre au bout de la corde. Je les vide et les lui retourne remplis de rire. Rire par lequel je réalise que ne rire qu'en sa présence. Cette présence m'attriste, mais est vite chassée par une nouvelle vague de rire, plus fort qui chatouille mon buste. Ma poitrine, comprimée, devient aérée. Et le monde m'est subitement agréable. Donc le rire, la fameuse thérapie par le rire. Le rire pour échapper à la souffrance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Le rire est salvateur. Le rire est beauté. Le rire est poésie. Le rire est humanité. Rire, sourire, pour moi, c'est le meilleur pont entre les cœurs. Et je ne vois pas quel stéréotype me ferait renoncer à ce rire. Je ris parce que je vis. Et si, effectivement, on me dénigre parce que je ris, sachez que c'est un dénigrement que moi j'embrasserai avec tout mon cœur. D'accord. Parce que certains... Alors là, vous vous inscrivez dans la philosophie d'Henri Bergson, le rire serait le propre de l'homme. D'autres, à l'opposé, justement, c'est pour ça que j'ai parlé d'Yabon Banania, considèrent que rire est aussi le propre de l'idiot, de celui qui ne sait pas se prendre au sérieux, qui ne sait ainsi pas s'inscrire dans le sérieux. Du simplet. Finalement, voilà, ou du simplet. Donc c'est un peu là-dessus que votre parti pris est très intéressant et que vous l'assumez, vous le défendez bien, et je vous en remercie. Quand vous vous inscrivez, par exemple, en France, est-ce que vous percevez cet autre regard que l'on porte sur le rire, là où peut-être dans nos contrées, dans nos latitudes, sur le continent, compte tenu du soleil et la théorie des climats que l'on connaît, le rire est vécu comme, justement, comme vous dites, un rayonnement, un partage.
là où dans les contrées un peu plus froides, il peut être perçu comme l'expression du simplet. Tout ce que je viens de dire n'aurait de sens si ce n'est pas mis dans un contexte. Ouais. Je pense que effectivement, rire, toutes ces expressions, en fait, selon une culture ou selon une géographie, peuvent donner lieu à différentes interprétations. Et je pense aussi que c'est de l'intelligence sociale que d'être en tout cas conscient de ces interprétations. Maintenant, j'emploierai la notion d'abdication selon même si j'arrive et que je suis étranger dans une culture, je peux bien comprendre leur culture, mais c'est parts essentielles de moi. Si, par exemple, effectivement, le sourire ou le rire fait vraiment partie de mon identité, je verrai juste à lui donner la bonne connotation. Ah, donc, en somme, vous êtes plus partisan du rire plutôt que du faire rire. Ah, je ne suis pas... Alors, je précise, hein. Faire rire entre amis, si vous êtes entre amis, si vous partagez de la joie ensemble, faire rire ne veut pas dire faire le clown. Ah, merci. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse afro est exaspérée devant les actions de certains youtubeurs, ou pas que des youtubeurs, mais qui consistent, par souci de like et de popularité, à faire le clown. On a tous les exemples en tête, des gens qui se livrent à des actions incroyables juste pour justement faire rire. Non, là, je pense qu'effectivement, on parle de deux choses très, très, très différentes. Okay. Moi, je parlais juste du rire comme vraiment expression d'un sentiment. Okay. Se dévaloriser ou en tout cas adopter des comportements qui ne vous mettent pas en valeur juste pour pouvoir plaire ou être dans la complaisance, ça c'est un autre débat et pour lequel moi je ne verserai absolument pas. Je ne pense pas que pour des soucis de respectabilité, qu'on ait besoin de se rabaisser ou en tout cas pour faire l'idiot du village. Ça, je ne le cautionne pas. Très bien. Alors, puisqu'on est au cœur de l'ouvrage, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée jusqu'ici, c'est la question centrale même de l'ouvrage et du roman, c'est la problématique d'une part la quête d'identité, mais surtout le désespoir d'une certaine jeunesse que vous dépeignez aussi, qui est désespérée de sa vie sur le continent et qui n'a qu'un seul rêve, c'est le rêve de l'outre-Méditerranée, le rêve de l'Occident, d'un Eldorado fantasmé. Alors, je me suis fixé comme objectif de absolument pas divulgacher le contenu de l'ouvrage, pour inciter le maximum de spectateurs, en tout cas, à aller le lire, mais ce mouvement-là de migration, avec l'échec, donc pour l'exil, enfin, migration-exil, le retour raté, puis à nouveau la quête, donc s'inscrivant dans la liste et dans le groupe des candidats à la remigration. Qu'est-ce qu'elle veut dépeindre, en fait, cette réalité-là? Qu'est-ce qu'elle dit aussi bien de l'actualité africaine aujourd'hui? Est-ce que, d'ailleurs, est-elle toujours d'actualité, cette question-là, encore aujourd'hui? C'est une très belle question parce que, justement, c'est une actualité. Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, mais je pense que toute notre sous-région, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, du Burkina ou du Mali, on peut avoir partout autour de soi des gens qui réellement ont eu ces trajectoires d'émigration, de remigration. Donc, vous voyez fréquemment des gens qui sont à leur troisième ou à leur énième tentative. Donc, c'est une réalité, déjà. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il y a sans doute beaucoup de désespoir, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'acharnement, mais peut-être aussi un malaise purement social, c'est-à-dire celui qui est qu'aujourd'hui doit interpeller en fait notre nation ou nos différentes nations ou notre nation, en tout cas notre communauté africaine. Dans quelle mesure prend-on en charge nos enfants? Et dans quelle mesure répond-on à leurs besoins? Qu'est-ce qui réellement les pousse à vouloir partir coûte que coûte? Je pense que c'est une question aujourd'hui d'actualité, mais même qui est une question existentielle, parce que la façon dont ils partent,
est déjà quelque chose de déplorable parce que souvent, c'est au risque de leur vie. Mais les raisons même pour lesquelles ils partent ne sont pas forcément établies. Il y en a qui partent parce que, justement, ils sont dans le rêve. Et quand je dis ici rêve, c'est dans son mauvais versant, c'est-à-dire dans une sorte d'illusion. Il y en a qui partent par complexe, d'autres croient qu'aujourd'hui, nous n'avons rien à leur offrir, donc il faut vraiment qu'ils se tirent littéralement de nos territoires. Et il y a aussi d'autres qui partent avec des ambitions qui peuvent être très réelles, qui peuvent être très légitimes et qui n'ont pas eu l'opportunité de passer par des moyens plus conventionnels ou en tout cas moins dangereux pour leur propre vie. Alors, dans le cas de Brahman, c'est qu'il quitte vraiment l'Afrique, enfin son pays, le Tumuranka. Il le quitte pour Sisson, sauf que sa migration ne se passe pas bien. Et lors du retour, c'est l'accueil froid, glacial de ses parents, sa mère d'une part, pleine de regrets, de remords, et son père, qui se terre dans un silence. Là, je pense que vous vouliez aussi dépeindre une forme de réalité africaine, notamment le rapport à la communication entre les parents, les émotions, l'expression. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Vous touchez du point le silence, qui est effectivement, pour moi, une grosse matière littéraire. Je pense qu'on n'a pas suffisamment écrit le silence. On n'a pas suffisamment écrit sur le silence. Et effectivement, dans notre contexte, chez nous, par exemple, d'habitude, les gens croient que parler est déjà quelque chose, il faut parler quand c'est indispensable. C'est un point de vue que je partage. Avoir une certaine parcimonie des mots. Mais il y a aussi ce regard de celui qui parle trop, ou en tout cas, un homme ne doit pas dévoiler ses blessures. Okay. Et c'est une façon, en tout cas, est-ce que c'est un excès de masculinité à discuter. Mais il y a cette notion de quand on est blessé en tant qu'homme de surcroît, on doit se taire, on doit tout taire pour soi-même. Mais quel est votre avis propre d'homme de lettres, précisément, et d'homme de mots? D'homme de lettres et d'homme africain d'aujourd'hui, je pense que la communication est vitale. Communication verbale qu'elle soit verbale ou qu'elle soit non verbale, il faut communiquer. Et dans le cas de Ngugi, il n'y a pas eu de communication. Il y a eu juste un silence, il y a eu un mur. Il n'y a pas eu de geste de réconfort, il n'y a pas eu de mots partagés, il n'y a pas eu même d'échange de regards. Et donc vous considérez que le silence peut aussi être une forme de communication? Le silence peut être une forme de communication, voire de dignité, mais le silence peut être destructeur. Okay. Quand on arrive en tout cas à un point de rupture où on se rend compte qu'on est en train de perdre une personne, ou en tout cas on ne comprend absolument pas une personne, je pense que l'erreur à éviter, c'est de ne pas rompre son silence. Je pense qu'il faut prendre la parole. Et précisément, considérez-vous, sur cette question du silence, et on va essayer de l'élargir à l'ensemble de la culture, des cultures afro, que nos cultures pâtissent du fait que nos familles, dans une grande majorité, sont des royaumes de silence intergénérationnel. Qu'en dehors des ordres, fais ci, ne fais pas ça, c'est le règne du silence plus que le règne de la transmission et de l'élévation. C'est un reproche qu'on se fait souvent et qui nous est fait aussi. Et je pense que c'est un reproche légitime. Nos familles souvent souffrent de ce silence. Nos familles souffrent même d'une ambiance constante de secret. Et je pense que et de tabou. Et aujourd'hui, il y a de ces sujets que certains ne peuvent pas évoquer avec leurs parents parce que pour eux, ce serait leur manquer de respect. Sauf que quand on est le référent d'une personne et que cette personne a des questions à poser, si elle ne vous repose pas, à qui va-t-elle reposer? Je pense que ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est la transmission. Oui. Quand vous voyez parfois dans la même famille ou dans la même fratrie, une fille qui ne sait rien de son père, un frère qui ne sait rien de sa sœur,
au bout du compte, comment ces riens survivent? Et quand on quitte une génération, qui sera le transmetteur? Et c'est pourquoi on se retrouve quand même avec des récits très parcellaires et parfois très fragmentés. D'aucuns vous diront que tel événement s'est passé comme ça. D'aucuns vont contredire et à la fin, vous êtes sur la fin, si vous restez sur votre fin, parce que personne autour de vous n'est capable de vous dire vers qui se tourner. Et finalement, quand les jeunes ne savent pas, on va leur reprocher de ne pas s'intéresser à leur culture, à leurs coutumes. Mais la vraie question qu'on doit se poser, est-ce que le transmetteur ou la transmetteuse a fait son job? Donc on pourrait dire, de manière un peu brutale, que pour l'heure, le continent serait le plus grand orphelinat du monde, où les enfants, même au sein de leur famille, finalement seraient des orphelins. Quand on considère que l'orphelin, c'est celui qui n'a pas de parents, et que le parent, c'est pas une présence physique qui importe, c'est la transmission, le transmetteur. Et qu'on a de familles que dans le cadre de la survie ou de la souffrance, manger ou pleurer en cas de deuil, mais pas dans l'intermédiaire qui pourtant constitue l'essentiel, la transmission, la conversation, le débat contradictoire, l'élévation, la clarification. Je pense que de façon générale, quand même, on a entre les générations des rapports de bienveillance. Okay. Et on communique quand même. Okay. On communique. Ce que je dépeins là n'est pas forcément une réalité généralisée, mais on communique. Mais après, je suis d'avis qu'on devrait peut-être renforcer davantage cette communication parce que ça relève de la pédagogie, selon moi. Et chaque famille gagnerait à effectivement encadrer les nouvelles générations, à parler des ancêtres, à parler aussi des rapports de famille, parce qu'avant, on savait que la famille était centrale. Aujourd'hui, elle a tendance à se rétrécir, à devenir juste une famille nucléaire. Parce que la plupart du temps, aujourd'hui, les gens considèrent ça comme une charge. La famille où tous les autres liens sociaux sont considérés comme des fardeaux. Et moi, ce n'est pas mon avis. Je pense que l'humanité est richesse. Et quand on a cette richesse d'être rattaché à d'autres personnes, peut-être il vaut tout le temps voir comment réparer ou entretenir ces relations et avoir une vie épanouie dans toutes ces relations également. Merci pour cette belle et réponse très enthousiasmante et encourageante. J'ai repéré un extrait, moi, qui atteste aussi là de la lassitude un peu, parce que bien souvent, à ces candidats-là à la migration, on associe des personnes qui les soutiennent et qui les encouragent. Mais on oublie de mentionner aussi ceux des leurs qui les retiennent chez eux. Donc là, ce passage-là, sur Modibo notamment, qui dit « J'en ai marre qu'on parle de lui tout le temps. Il veut partir, laissez-le. Qu'il s'en aille. Fuir, c'est tout ce qu'il sait faire. Tout est tellement plus simple pour lui. Il n'a que faire de nous. Il nous avait tous oubliés une première fois. » Donc là, il s'agit en effet de... Enfin, j'achève la lecture. Il le répète maintenant. Il ne consulte personne, même pas sa mère. Il ne l'explique pas non plus. C'est à peine s'il nous informe. Monsieur a pris sa décision. Il ne reculera devant rien. Si nous autres ne sommes pas d'accord, nous qui souffrons, pour l'aimer, alors tant pis. Sa vie lui appartient, et nous autres n'y sommes que des décors, de bien tristes décors, au milieu de qui il se renfrogne comme sous torture. Donc on a d'une part une personne qui est obsédée par l'envie de retourner à Sissane, dont il a été rejeté, et ses proches qui tentent de le retenir. Est-ce que là-dessus, vous avez aussi souhaité dépeindre, en tout cas mettre en lumière, des proches qui n'incitent pas forcément à la migration, disant c'est la misère, allez-y, au contraire qui veulent les retenir par affection, par amour et par besoin de les garder près d'eux? C'était vraiment ce que j'ai voulu faire, rétablir la vérité et rendre justice aussi à toutes ces familles ou à tous ces entourages qui disent, qui retiennent, qui retenir, ouais. Parce que autant on a caricaturé dans le passé que des familles africaines mettaient en esclavage leurs propres membres, autant aujourd'hui quand on parle de l'immigration, on nous dit ok, le seul exemple qui prévaut, c'est celui de maman qui vend ses bijoux
et qui aide son fils à prendre la pirogue. Ce n'est pas la réalité. Il y a des gens qui sont là, qui sont conscients du danger et qui font de leur possible pour retenir l'erreur parce qu'ils savent les risques qu'ils prennent, mais surtout, ils savent que ce qui les attend n'est pas forcément meilleur que ce qu'ils abandonnent ici. Et donc, je pense que l'écriture est aussi ce moment de vérité où on essaie de montrer quand même d'autres visages de la réalité. Ah, très bien. Alors, je rebondis sur cette réponse-là, parce que là, nous parlons d'une situation d'échec, effectivement, donc d'une migration ratée. Et en face, moi, je vous mets la réalité beaucoup plus actuelle et contemporaine d'un acteur guinéen qui a été primé assez récemment aux Oscars. Abou Sangaré. Abou Sangaré, pour ne pas le citer, et donc qui a tenu un discours en mondovision, pour t'emprunter ton terme chéri. Mon terme chéri, non. Terme. Ton Pas terme. mon terme. Oui. Donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que là, ce discours-là tenu a été entretenu, porté par certaines associations, certains groupes, ou certains penseurs, ou certains idéologues, même devrions-nous dire, pour présenter une réalité déshumanisante, parce qu'il le dit en plus, le mot est employé à dessein, dans son discours, lorsqu'il est primé, qu'il a été humanisé, il a retrouvé son humanité, comme pour dire qu'il n'avait pas d'humanité en Afrique. Tout le long de son parcours migratoire, on peut l'entendre, parce qu'on se sent déshumanisé, mais estimer et considérer qu'on est humanisé ou réhumanisé à ce moment-là, moi, ça me laisse perplexe. Donc, je ne sais pas quel est votre regard. Déjà, féliciter Abou Sangaré pour son parcours et ce qu'il est parvenu à réaliser. Je n'ai pas écouté ce passage, en tout cas de son discours, et je ne sais pas, est-ce qu'il parle littéralement du parcours quand il quittait l'Afrique ou du traitement qu'il a reçu ici en tant qu'émigré. Les deux. Les deux. Et donc, en tout cas, ce que je peux dire à propos de ce genre de phénomène, c'est qu'effectivement, quand on est migrant, parfois, on a tendance à être réduit à zéro. Et moi, ce qui me dérange dans ça, c'est comme si on devait demander aux migrants de faire preuve de choses extraordinaires ou hors du possible pour pouvoir effectivement être respectés. Alors que même que ce respect devait être acquis à tout être humain. Et là, ce n'est pas d'Abou Sangaré que je vais parler, mais je pense à surtout notre compatriote du Mali qui avait dû, Mamadou Gassama, qui avait dû escalader plusieurs étages pour sauver une personne. Et au lieu juste de féliciter Mamadou pour ce beau travail ou ce beau geste d'humanité, le président Macron s'est permis de dire qu'il vient de poser un geste français ou en tout cas qui est digne de la France. Et donc, c'était comme... Et c'est en ce moment-là qu'on lui donne la nationalité, c'est en ce moment-là qu'on lui donne, qu'il gagne un travail. Et j'ai envie de poser la question, des Français n'étaient-ils pas présents au même moment que Mamadou Gassama posait cet acte? Et donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que finalement, c'est comme si on demandait tout le temps aux personnes en situation de migrants D'en faire plus. De faire beaucoup plus pour pouvoir prouver une humanité qu'ils ont ou qu'elles ont déjà. Et ça, ce n'est pas normal. Et vous ne croyez pas si bien dire, puisque récemment, il a été mis en lumière le fait que l'examen d'entrée pour obtenir les papiers avec un certain nombre de critères a été durci, et notamment autour de la maîtrise de la langue française. Et on a apporté ce test à des prétendus Français de souche, avec un résultat catastrophique. La moitié n'auraient pas été français s'ils avaient dû passer par ce test-là. Donc ça rentre parfaitement en écho avec votre analyse. Et j'aimerais prolonger votre propos. Vous avez étudié en France. Alors il y a deux questions rapidement, puisqu'on arrive à la fin. La première, c'est comment avez-vous vécu et quel regard portez-vous sur cette volonté cette instrumentalisation de la misère africaine dans les médias français pour, entre guillemets, se donner le rôle du sauveur et pour nourrir ce complexe de supériorité?
J'élargirai même votre propos parce que ce n'est pas que dans les médias français. Ouais. Je pense que c'est omniprésent Ouais. dans les transports publics, Merci. dans le monde associatif, partout. Et même dans les instances internationales. Ouais. Remarquez que quand certaines organisations veulent faire des levées de fonds, Ouais. vous ne trouverez pas, ou très rarement, la photo Ouais. d'une personne de couleur blanche. Ouais. Vous ne trouverez pas. Vous allez trouver la photo Un enfant africain. d'un enfant africain ou en tout cas d'ascendance africaine. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des atteintes à notre dignité. Nous ne voulons pas incarner la face de la misère. Et je pense qu'il faut arrêter. On trouve des miséreux partout. Et donc, le moment aussi venu de mettre des visages, au moins qu'on veille à cette diversité. Mais faire de nous la carte d'identité de la misère, à chaque fois qu'on veut faire la manche, on cite le nom de l'Afrique. Même les gens qui pillent l'Afrique vont faire la manche au nom de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose de totalement aberrant. Et ne considérez-vous pas que certains d'entre nous entretiennent, prétendument pour dénoncer, cette image misérable? Ça arrive. Ça arrive qu'effectivement, du fait d'intérêts, en tout cas, recherchés je ne sais pour quelle raison, on joue ce jeu parce qu'on trouve que c'est plus facile. Mais je pense que c'est un peu quand même vendre une partie de son âme que de se rabaisser à ce genre de Donc, vous ne mâchez pas commerce. vos mots. Hein. Et dernière question avant de terminer, ce sera vraiment terminé. Aussi. Juste rapide, c'est dans le prolongement de celle-ci. Hein. C'est parce qu'il y a toujours un amour, je ne vais pas dire haine, amour-rejet, amour-mépris entre guillemets ceux que l'on appelle les blédards, ceux qui sont nés, qui ont grandi comme vous, en l'occurrence, qui sont ensuite venus poursuivre leurs études ou chercher une vie meilleure en France, de ceux qui, comme moi, sont nés ici, à l'ombre de la Tour Eiffel, en banlieue HLM ou en province. Et lorsqu'ils se rencontrent, il y a une sorte de mépris. Vous, donc ayant grandi en Afrique, considérez-vous que nous autres ici causons du tort, que ce soit en termes d'image ou en termes de compétences, causons du tort à l'identité et à l'appréciation que l'on peut porter sur nous autres, globalement? Globalement, je trouve vraiment ce genre de confrontation inopportune. Okay. Parce que nous sommes pratiquement pour la majorité porteurs des mêmes destins, des mêmes origines, et nous aspirons aux mêmes réalités, c'est-à-dire construire des conditions dignes pour tous. Je pense que le mot qui doit vraiment primer ici, c'est l'écoute, c'est l'entente, c'est vraiment la compréhension mutuelle. Et jamais de la vie, je n'accepterai qu'on dise, en tout cas en ma présence, que les gens de la diaspora nous décrédibilisent ou que l'Afrique fait honte à sa diaspora. Je pense que je me considère en tout cas comme dans une seule et une unique fratrie. Et dans cette fratrie, moi, je respecte ou j'accorde la même dignité et le même respect à l'Africain, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit à l'intérieur du continent. D'accord, vous êtes prêt pour la politique? Donc la compréhension à la confrontation. Moi, j'avais une question. Reparler de sera la confrontation dernière. et comme ça, je vous fâche avec tout le monde, comme ça c'est fait. Je vous ai fâché avec Aimé Césaire et là, Thomas Sankara, pour qui je suppose vous avez de l'admiration aussi, et ayant été formé notamment sur sa terre, déclaré il y a quelques années, lorsqu'il a été questionné sur son rapport à la littérature africaine, qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait pas de proximité, en tout cas pas d'affection particulière pour cette littérature-là, dans la mesure où elle ne dépeignait que ce type d'histoire, elle ne racontait que ce type d'histoire, c'est-à-dire deux personnes en quête d'un Eldorado et typiquement des étudiants qui sont mus par l'envie de quitter l'Afrique et de rejoindre l'Europe, l'Occident, etc. Donc c'est bien pour ça qu'il a rejeté. Est-ce que vous partagez son point de vue? Parce que là, précisément, il serait en contradiction avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que c'est un peu galvaudé, ce type de récit plutôt très agréable et bien raconté? Je pense que Sankara est aussi un homme de son époque. Et aujourd'hui, je serais très maladroit que de le juger par rapport à ce propos tenu à son époque. Ça, c'est primo. Secondo, je trouve que
aujourd'hui, la littérature, en fait, les thématiques évoluent. Et si une problématique revient dans la littérature, c'est qu'il y a encore un besoin de la traiter. Ou en tout cas, qu'on a de nouveaux angles, de nouveaux outils. C'est comme une recherche. Aujourd'hui, vous avez une équation, il vous manque quelques inconnus. Peut-être dans une décennie, vous avez il vous restera peut-être encore quelques inconnus à résoudre. Et la littérature doit, je pense, se renouveler. Et aujourd'hui, quand on parle de littérature ou de migration, ne croyons pas qu'on est en train de faire de la répétition. On est littéralement en train aussi de donner de nouvelles perspectives et je pense qu'on ne fait que parler de nous-mêmes dans ce genre de texte. Donc vous n'alimentez pas, pour résumer ce qu'il a dit, ce que Sankara aurait peut-être vu comme étant le complexe d'infériorité. Absolument pas. Très bien. Parce que c'est un peu la question sous-jacente dans la critique que d'aucuns pourraient vous adresser à faire la promotion, en tout cas à consacrer un ouvrage à l'exil et non pas à la construction sur le continent. Je pense qu'une personne qui lira le texte se rendra vite compte d'une chose, qu'ici, l'exil n'est que la porte, ou en tout cas le rideau ouvert sur nos réalités purement africaines, et que ce qui est en fait la vraie trame de ce récit, c'est la quête de liberté et de dignité de notre continent qui a perdu à maintes reprises cette liberté, mais qui s'est toujours évertué à la retrouver. C'est bien de le préciser, c'est bien de le dire. Et en guise de conclusion, quel message pourriez-vous adresser à vos potentiels lecteurs, à commencer par la jeunesse, s'il vous plaît? Mon message à tous les lecteurs de Soleils Invincibles est surtout un message d'optimisme, mais aussi d'affirmation de soi et d'attachement à nos valeurs, à notre personnalité et à notre juste place dans ce monde. Nous ne sommes les subalternes d'aucun peuple, d'aucun individu. Nous avons notre dignité humaine et cette dignité humaine, qu'on soit à l'intérieur du continent ou qu'on soit à l'extérieur du continent, nous ne pouvons pas la troquer et nous ne pouvons laisser personne la piétiner. Car sans elle, nous n'existons plus en tant que peuple, nous n'existons plus en tant que personnalité. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, à toi le conclusion. Avant tout, merci pour ce bel ouvrage, ce bel objet livresque, littéraire. Merci de nous avoir apporté ce récit très instructif et très édifiant. Merci à Présence Africaine aussi, qui vous reçoit et qui vous accueille pour l'éditer. Alors, en conclusion, que dire? Évidemment, lisez ce livre, achetez-le. Il traite de différentes problématiques, notamment la quête d'identité, la quête de liberté, la résilience, dont font preuve certaines personnes qui, par dépit, moi je considère qu'ils en font partie aussi, font preuve tout le long, notamment, de leur parcours de migration. Mais en tout cas, il vous enrichira assurément. Donc lisez-le et nous en rediscuterons. Merci pour cette conclusion. En ce qui me concerne, 2 points. Le premier, c'est que vous faites honneur à Cheikh Ahmadou Bamba, qui était le fondateur d'un mouvement, les Mourides, un grand homme. Donc, par votre présence, vous prouvez que le nom est un présage, que vous êtes porteur d'une noblesse ancestrale. Donc, à ce titre, vraiment, je vous tire mon chapeau. Et ensuite, le deuxième point, concernant plus particulièrement l'œuvre, c'est qu'elle nous invite et elle invite toute la jeunesse à prendre à bras-le-corps les enjeux de notre époque, à prendre à bras-le-corps la narration, la narrative. C'est un enjeu fondamental. Ne pas laisser aux autres le soin de nous raconter. C'est à nous de prendre cette responsabilité. Le soft power, c'est l'architecte de notre fierté, de notre estime de soi. Les historiens, les écrivains, les journalistes ont à ce niveau-là une responsabilité fondamentale. Ils plantent dans le cœur de la jeunesse cette graine de la fierté, cette graine de l'ambition. Vous en êtes une très belle illustration et nous invitons un maximum de jeunes à s'en inspirer en vous lisant, en lisant et ainsi en prenant en main cette charge de se raconter par nous-mêmes, pas à travers le prisme d'Hollywood, pas à travers le prisme de Paris, pas à travers le prisme de Bombay ou de Pékin, mais à travers le prisme de l'Afrique. L'Afrique et encore l'Afrique dans un cadre de renaissance.
Renaissance par l'excellence, renaissance par la clairvoyance, renaissance tout simplement par la noblesse. Bien plus que la dignité, la noblesse. C'est la librairie africaine. Comme vous le voyez, on a toujours du baume au cœur, de l'opportunité à mettre la connaissance, la lecture au centre de nos préoccupations. Pas simplement pour blablater dans une tour d'ivoire, non, mais plutôt pour saisir le réel, chercher à le réparer, ainsi qu'à réparer l'homme. Tel est le pouvoir que confèrent les mots, la réflexion collective. Comment conclure sans remercier Marie, dont l'élégance n'a d'égal que la rigueur intellectuelle, qui nous a permis d'accueillir un écrivain, et non des moindres, qui incarne l'excellence intellectuelle et académique et identitaire, Cheikh Amadou Bemba Ndiaye. Merci encore, et je vous dis à très bientôt.